Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Scanner qui vous parvient tous les jours quand il est 9h en temps universel. Merci de nous suivre du côté de Mamou, la ville Carrefour. Merci de nous écouter à Kankan, à Sigiri, à Mandiana, à Beila, mais aussi à Yomou. Merci de votre fidélité du côté de la baie. Merci encore une fois au menu de ce lundi, journée internationale de la liberté de la presse. Les médias guinéens, à l'instar des autres du monde, ont célébré la 32e journée consacrée à la liberté de la presse. Dans un contexte assez particulier, comme vous le savez. Cela fait 1 an depuis que certains médias ont été fermés par l'État pour manquement au cahier de charge, dit-on. Dans une déclaration rendue publique à la Maison de la Presse ce samedi 3 mai, les associations de presse réaffirment leur détermination à défendre une presse indépendante. Elles appellent aussi à un nouveau départ entre l'État et les médias pour en parler. Et pendant ce temps, l'autorité de régulation des postes et télécommunications invite les promoteurs des services de radiodiffusion FM, TV à régulariser leur situation administrative, technique et financière. Et pour ce faire, l'ARPT dit avoir accordé un moratoire de 2 mois aux entreprises de presse audiovisuelle. Pour en parler de tout cela, nous recevons dans cette émission Abouakar Kamara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, et Sekou Zamal Pendessa au téléphone. Il est secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Sur le continent, le Togo entre définitivement dans la 5e République ce samedi 3 mai avec la prestation des serments de Faure Gnassingbé pour le poste de président du Conseil des ministres, une fonction créée suite au changement de constitution intervenu en 2024. L'ancien président conservera toujours l'essentiel du pouvoir exécutif. Une forfaiture réagit l'opposition togolaise qui crie à une confiscation du pouvoir au mépris de la souveraineté du peuple. Au même moment, députés et sénateurs se sont également réunis en congrès pour élire le nouveau président de la République pour un mandat de 4 ans, une fonction désormais honorifique qui revient à l'ancien ministre du Commerce, Lucien Kouassi, âgé de 86 ans. Le Togo termine ainsi sa transition vers un régime parlementaire qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Pour en parler, nous allons suivre l'analyse de notre confrère depuis Luxembourg, Carlos Keteou. Il est journaliste togolais, analyste géopolitique. En Europe, alors que le Portugal est entré ce dimanche 4 mai en campagne électorale pour les législatives anticipées du 18 mai prochain, le gouvernement sortant vient d'annoncer l'expulsion des 18 000 immigrés illégaux. Une opération inédite qui concernerait à terme 110 000 personnes. Quel impact sur le continent africain? Débat à suivre dans cette émission Le Scanner. Installez-vous confortablement. Le débat, c'est dans un instant. Merci de nous suivre sur tout le réseau synchronisé du groupe Kavi Media. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Merci de nous écouter à travers notre site de prédilection, siaminfo.com. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Mohamed Loba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Diallo, bonjour à tous. Bien, alors on le disait tantôt, bien avant que nous recevions nos invités ici dans ce studio, sur ce plateau, mais aussi au téléphone. On en parle, la journée internationale de la liberté de la presse, célébrée un peu partout à travers le monde. Mais bien avant, il y a eu ce rapport annuel qui a été publié par Reporters sans frontières, dans lequel rapport on note un recul généralisé en ce qui concerne la liberté de l'expression à travers le monde. Effectivement, à la veille de la célébration de la journée mondiale de la presse, Reporters sans frontières a publié son classement quand même annuel, disons. Et pour ce qui est de la Guinée, c'est un recul
totale parce que le pays se retrouve à la 103e place au classement. La Guinée qui perd ainsi 26 places sur le classement sur une année. Donc ça veut dire de la 78e place, on s'est carrément retrouvé au niveau de la 103e place, quelque chose quand même qui aujourd'hui fait que le pays quand même dégringole en matière de liberté de presse. Et cela est parti de plusieurs, notamment constats, et puis des constats parce que des constats dressés notamment par Reporters sans frontières concernant la fermeture des médias. On parle de la restriction de certains médias à un moment donné, notamment des médias en ligne. On parle de la disparition de certains journalistes, pour le cas explicatif de plus d'une centaine à travers le monde. Enfin, pour le cas spécifique de la Guinée, illustré par la disparition de David Marouane et d'autres, il y a aujourd'hui, par rapport à cette question liée à la fermeture des médias qui revient à chaque fois, et de l'autre côté, ce n'est pas que la Guinée, parce que sur le continent, si vous enlevez, disons, la Côte d'Ivoire, un peu le Sénégal, le reste, le Mali, il y a eu un sacré recul. Donc, ça veut dire aujourd'hui que c'est un véritable souci pour notre pays. Alors, cette dégringolade quand même qui fait basculer la Guinée parmi les États où la liberté d'informer est jugée en difficulté. Mais y compris les États-Unis, Mohamed. Il faut revenir là-dessus. Hein. Oui, mais les États-Unis aussi. C'est une première. Mais pour les États-Unis, on en parlait il y a juste, je crois, 4 à 5 jours. Et concernant même des menaces de fermeture de certains grands médias. D'autres même fermés. Évidemment. Donc, ce n'est pas une question directement liée qu'à la Guinée, mais vu que nous sommes Guinéens, je crois qu'il serait... C'est une hémorragie internationale. Évidemment, c'est une hémorragie internationale parce que c'est pas le paradoxe cette fois-ci, c'est qu'il y a des pays, je prends exemple sur le Sénégal où on parlait la dernière fois des menaces de fermeture de plus de 300 médias. Et si c'est vrai que c'est un rapport annuel, mais voir ces pays-là devant la Guinée, c'est un autre paradoxe pour moi parce que la liberté de la presse dans ces pays-là et chez nous, je ne crois pas qu'il y ait quand même assez de différence. De l'autre côté, pour le Mali, on peut comprendre. Le Mali aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notamment même avec les acteurs politiques, les médias, c'est presque la même chose. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, peut-être une autre logique à saluer parce que ça, en tout cas, ça mousse peu de ce côté-là. Pour le Mali, c'est compréhensible. Mais pour, disons, le Sénégal, c'est autre chose. C'est un véritable paradoxe concernant le cas de la Guinée. Moi, je ne peux pas comprendre que le Sénégal, c'est-à-dire, reste intact et puis voilà, conserver, disons, cette place, voire même en gagner plus, et que la Guinée dégringole de 25%. Comment dire, de 25 places. Ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que nos autorités quand même ont du pain sur la planche parce que quand même, il faut aujourd'hui tout faire comme... Pour repenser cela. Évidemment, pour repenser aujourd'hui cette plaie bien, parce que là, c'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons de la Guinée, c'est parce que nous sommes Guinéens. Yeah. Il faut parler des questions qui nous, qui nous sont très importantes qui nous concernent directement. Pour le Mali, par exemple, qui est classé 109e, sauf que la Guinée aussi, dépasse ce pays-là. Mais le Ghana a été un exemple quand même. Disons avec ce classement qui est placé 52e et de l'autre côté vous avez la Sierra Leone 56e. Ça c'est une autre surprise de ce rapport. Vous avez la Côte d'Ivoire 64e et puis voilà le Sénégal 74e. C'est tout simplement une surprise pour cet exploit, disons, de la Sierra Leone parce que beaucoup y pensaient moins quand même en termes de respect. Mais en Côte d'Ivoire, il y a moins de grabuge, Mohamed. Oui, pour la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi j'ai dit que c'est compréhensible pour la Côte d'Ivoire. Des autres pays, notamment parce qu'en Côte d'Ivoire, ça crie moins en termes c'est-à-dire du non-respect de la liberté de la presse. Justement. Mais au Sénégal, par exemple, au Mali, c'est les mêmes réalités que la Guinée. La Sierra Leone, peut-être on en parle moins aussi. C'est vrai que c'est une presse, disons, voilà. Mais on en parle moins. Mais pour le cas spécifique de ces trois pays, disons... C'est le système anglo-saxon, j'allais dire. Vous savez, le système, c'est un système qui permet
disons, la liberté d'expression, parce que c'est un gage pour la démocratie. Donc c'est le cas du Ghana, c'est le cas de la Sierra Leone, et ça sera aussi le cas pour le Libéria. Vous voyez, il y a aussi la Gambie qui a quand même qui est bien placée, 58e, il faut le rappeler. Je crois que c'est quand même sur le continent, il faut quand même dire qu'il y a, au-delà de ces pays encore qui reculent, il y a une avancée notoire qu'il faille quand même souligner et saluer, parce qu'avec tous ces pays que nous venons de citer, les précédents rapports, c'est-à-dire n'en faisaient pas le même cas ou le même diagnostic. Aujourd'hui, je crois qu'il faut se remettre en cause, c'est-à-dire vis-à-vis des autorités, parce que pour la garantie de cette liberté de la presse, ça y va quand même du concours de tout le monde, Yaya Diallo. Et pour l'État, et pour les journalistes, notamment les journalistes, et pour le peuple de Guinée. Notamment les journalistes, aussi l'État. Et si on parle, disons, de ce recul, il y a de l'autre côté la liberté d'expression d'abord, tout simplement, avant même la liberté de la presse. Il n'y a pas un pays où il peut, c'est-à-dire où la liberté d'expression ne concerne pas que la presse, il faut le préciser. C'est ce que je dis, la liberté d'abord la liberté d'expression qui est très générale. Justement. La liberté de la presse, en grande partie, c'est les journalistes. Justement. Parce que de l'autre côté, le journaliste peut avoir, c'est comme nous inviter, c'est-à-dire souvent, parfois, qui peuvent être, disons, couverts par la loi, disons, la loi sur la liberté de la presse, mais pas totalement, parce que quand il s'agit quand même des délits, disons, commis par voie de presse directement, ça aussi, il peut y avoir beaucoup de facettes. Pour aujourd'hui garantir une liberté de presse, c'est-à-dire très saine ou bonnement dans notre pays, je crois qu'il faut l'implication de toutes les parties, mais en grande partie l'État. En grande partie l'État, parce que c'est l'État qui doit quand même garantir, disons, le respect de ces dispositions. Ce sont des lois de la République, mais seul l'État est habilité à la force légitime de pouvoir faire appliquer tout cela. Je pense que c'est en cela que nous, disons, nous allons tous bénéficier des retombées de la démocratie, parce que la démocratie aussi, j'allais dire, a un prix à payer. Donc ça veut dire tout simplement à un certain niveau. Et les journalistes, qu'on rappelle à la responsabilité, parce que c'est important, c'est pas parce qu'on est journaliste que tout est permis. Non. Un peu partout, on s'est rendu compte qu'un peu partout à travers le monde, la liberté d'expression dont on parle, notamment la liberté de la presse, elle est encadrée. C'est dans le cadre du respect de la loi aussi. Je crois que c'est pour cette raison que la haute autorité de la communication existe. C'est pour rappeler, c'est-à-dire les médias. Alors aujourd'hui, que ce soit des médias en ligne, il y a beaucoup de suspensions, il y a beaucoup de fermetures. C'est que ça, c'est une réalité connue de tous. On ne peut pas masquer le soleil avec un seul doigt. Ça, c'est impossible. Et selon même RSF, il y a, concernant l'année 2024, qui a été marquée par un tournant, disons quand même inquiétant dans la répression, notamment de la presse privée, c'est RSF qui le dit. Il y a la censure des médias, notamment j'ai parlé de l'arrestation ou enfin de l'enlèvement de notre confrère Habib Marouane. De l'autre côté, vous avez aujourd'hui d'autres journalistes qui sont devenus des exilés forcés. Il y a des portés disparus. Il y a un silence aussi de plusieurs professionnels aujourd'hui de médias. Pourquoi? Parce que tout simplement, on pense que si on parle, on peut se retrouver, c'est-à-dire à la même place que d'autres personnes ou d'autres médias qui sont aujourd'hui quand même fermés, ou des journalistes qui sont contraints, disons, à quitter le pays, tout simplement parce qu'ils dénoncent, tout simplement parce qu'il y a des enquêtes souvent qui révèlent, c'est-à-dire d'autres cas, soit de malversation financière, de détournement ou en tout cas de mauvaise gestion. Donc il y a aujourd'hui... dont on ne veut pas entendre. Dont on ne veut pas entendre. Donc il y a aujourd'hui un cocktail de problèmes qu'il faille quand même résoudre. Je crois que si aujourd'hui les journalistes et les autorités sont ensemble, ça y va quand même, disons, pour une bonne cause. Parce que si la Guinée occupe une bonne place en termes en matière de respect de la liberté de presse, je crois que cela est une avancée qu'on pourrait même mettre à l'actif quand même du gouvernement. Parce que on va dire que c'est parce que le gouvernement favorise ou accepte que cette démocratisation ou cette démocratie dans le monde médiatique existe, que ça existe. Parce que tout simplement, si on lance la chasse aux sorcières, ça va être très difficile de parler de liberté d'expression que si les journalistes ne sont pas libres d'exercer ce métier tant noble quand même. C'est cela. Voilà ce qu'il faut dire aussi. Nous tentons d'avoir le secrétaire général du SPPG. Temps pour nous de recevoir notre invité
Aboubakar Kamara, président de l'IRTELGI, ici dans ce studio et sur ce plateau. Alors, Mohamed, ce qu'il faut dire, c'est que les médias guinéens ont célébré aussi cette journée avec des discours qui tournent autour de l'apaisement. Il faut apaiser, Mohamed. Oui, c'est très important et moi j'ai bien aimé cela. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ce dont on parle tout à l'heure, dont on est en train de parler. Aujourd'hui, je crois que cela n'est important pour personne quand même que le pays ait des médias fermés, notamment, ou des journalistes empêchés d'exercer leur métier. Ce métier qu'on aime tant. Donc, il y a ces associations de presse quand même qui se sont réunies et pour, disons, non seulement interpeller l'État face à cette situation aujourd'hui, mais aussi quand même demander un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est quand même en termes d'amitié ou de relation ou de lien avec, disons, le pouvoir public. Je crois que c'est très important à ce moment-là parce que vu même ce tableau ou, disons, ce constat de RSF, il faut aujourd'hui quand même aller sur une bonne base. Et à l'occasion de cette célébration, ces associations de presse ont rendu publique une déclaration à la maison commune des journalistes à Conakry ici. Une déclaration à travers quand même laquelle elles ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles figure la matérialisation du fonds d'appui au développement des médias, FADEM. Donc il y a le président de l'IRTELGI, Aboubakar, que nous allons avoir recevoir tout à l'heure pour nous expliquer tout cela, parce que quand même je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait noter dans cette déclaration. Justement, autant pour nous d'observer une courte pause afin de recevoir notre invité dans ce studio sur ce plateau. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Les fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus, au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer.
Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent. Non, chacun a son goût. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Je le disais dans mon intro tout à l'heure que c'est la plus disjonctée. Ouais, la face, hein. Moi, jolie femme comme ça, j'ai fait quoi avec monsieur qui est pauvre mais qui est fidèle? Mais la fidélité, c'est le nom qu'on approprie à, je sais pas, et aux objets qu'on laisse à la maison. Je suis à 100% avec l'homme infidèle mais riche. D'accord. Il faut penser à la maladie. Ton homme riche là, tu dis, moi je veux un homme riche mais... Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 10. Merci encore une fois, bienvenue dans cette émission. Vous le disiez à l'entame de cette émission, Journée internationale de la liberté de la presse en Guinée. Les associations de presse mais aussi les syndicats ont dit formuler des doléances à l'égard des autorités. Pour en savoir et pour en parler, nous recevons en direct Sekou Jamal Pendessa, il est le secrétaire général du SPPG. Bonjour camarade. Camarade, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors camarades, en quelques minutes, parce que ça a dû quand même un peu jouer sur le déroulé de cette émission, on vous attendait à longtemps, comme prévu, il y a d'autres invités aussi qui devraient intervenir, mais justement, dans sous peu, vous avez demandé, ou disons, formulé des doléances à l'égard de l'État, notamment votre intégration, en tout cas le fait d'avoir des représentants au niveau de la haute autorité de la communication. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Merci beaucoup. Puisqu'on est pris par le temps, j'étais en ligne avec une autre émission. Donc, je bondis directement sur votre question. Nous avons demandé à ce que le syndicat soit représenté à la HAC. Yeah. C'est une question de principe respecté de l'international jusqu'au niveau national. Et toutes les fois qu'il est question de représenter une corporation au sein d'une institution, on tient compte du bloc du patronat et du bloc syndical. Bien. Et c'est à nombre égal. C'est des institutions à composition paritaire. Si vous avez 5 représentants du patronat, il faut 5 représentants du syndicat. Et là, c'est pareil un peu partout. Prenez en Guinée ici la Commission nationale des lois sociales et du travail, domicile au ministère du Travail. Vous verrez que la CNT et les autres centrales ont 5 représentants. Le patronat de Guinée aussi a 5 représentants. Et je crois, j'ai oublié le nombre, mais c'est des nombres équitables. C'est la parité. C'est la parité. Donc, il faut comprendre que si cela n'est pas fait, l'institution n'est pas légitime. L'institution peut être dans le cadre légal, mais perdre sa légitimité. Et puis, quand une institution n'est pas légitime, il y aura toujours des problèmes, toujours des contestations. La légitimité, c'est quoi? Ça voudrait que tout le monde, ou en tout cas l'écrasante majorité de la corporation, se reconnaissent en cette institution qu'on appelle la HAC. Yeah. Mais si nous qui sommes... Sekou Jamal Pendessa. Oui, allez-y, camarade. Voilà, donc c'est un peu ça pour ne pas vous retenir longtemps sur cette même question. Bien. Autre chose aussi, c'est le financement que vous avez demandé de subventions. Ah oui, une première. Ah oui, là aussi, on a demandé
à ce que le syndicat soit prévu dans la subvention accordée à la presse. D'abord, il faut augmenter la subvention. On n'est pas en train de dire de retirer la subvention donnée au patron, non. On demande à ce que le syndicat aussi soit prévu. Ça aussi, c'est un droit. D'ailleurs, quand ça arrive à un certain niveau, l'État préfère priver les patrons de la subvention donnée au syndicat. Vous savez pourquoi? Non. Parce que pour les patrons, c'est comblé au niveau des marchés que l'État accorde aux entreprises. Vous comprenez? Bien. C'est pourquoi au niveau national, est-ce que vous entendez parler de la subvention accordée au patronat dirigé par M. Kabal et les KPC là? Non, c'est le mouvement syndical guinéen, la CNTG, l'UFTG et autres, c'est eux qui bénéficient de la subvention. Parce qu'au sein des entreprises, les employés ne contribuent pas, ne participent pas à la gestion financière. Les finances, les revenus des médias, ce sont les patrons qui gèrent, c'est pour eux. Donc c'est pourquoi la question de la subvention, la priorité, c'est d'abord le syndicat. Bien. C'est aussi simple que cela, parce que nous menons un travail dur. Toutes les fois que des journalistes ont des problèmes, on se lève ici en Guinée, et ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Personne ne sait comment on se débrouille pour fonctionner. Le fond, c'est pour le fonctionnement correct du syndicat. Le syndicat doit aussi, s'il a des moyens, contribuer à la formation des journalistes, bien que l'obligation première incombe au patron, parce que le Code du travail exige à ce que chaque entreprise assure la formation continue de ses employés. C'est dit clairement dans le Code du travail. Cette demande n'est pas faite au syndicat, mais nous disons, si nous avons une subvention, nous allons contribuer justement à la formation des journalistes. Donc, ce n'est pas de l'argent à se partager, non, c'est pour le fonctionnement du syndicat, garantir la protection des employés des médias. Voilà. Alors, pendant ce temps, à la veille quand même du 3 mai, disons, consacré à la liberté de la presse, à cette journée, il y a RSF qui quand même a rendu son rapport annuel, dans lequel rapport la Guinée dégringole, c'est-à-dire perd 25 places. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on se retrouve encore presque à la queue? Les couleurs étaient déjà annoncées dans le rapport annuel du SPPG, pardon. Le rapport annuel du SPPG sur la liberté de la presse, qu'on a intitulé 2024, année noire pour la presse en Guinée. Je ne sais pas si vous savez de ce titre-là. Ouais. Et à l'intérieur du rapport, synthèse qu'on a publié en février, vous avez vu qu'on a documenté 70 atteintes graves à la liberté de la presse contre 23 l'année précédente, c'est-à-dire 2023, avec une augmentation de 204%. Donc, c'était prévisible. On ne l'a pas souhaité, mais c'était prévisible parce que c'est des faits, rien n'est inventé. Reporters sans frontières, c'est ce qui se passe dans le pays. J'ai un correspondant ici, ils lisent les rapports du SPPG qu'ils avaient déjà apprécié parce que ça se concorde avec tout ce qu'ils apprennent, tout ce que leurs correspondants leur remontent. Donc, il y a des aspects quand même qui ont marqué fort, qui ont pesé dans la balance. Il y a beaucoup, mais citons 3 d'abord. Vous avez la fermeture des médias. Il est impensable que dans une démocratie, qu'on ferme facilement comme ça des médias sans raison valable. Donc vous avez l'emprisonnement des journalistes. Moi-même, vous savez que le rapport la couvre 2024. J'ai été emprisonné en 2024, en début d'année, janvier, février. Et vous connaissez le cas de Bakary Gamalo Bamba, qui a été aussi emprisonné près de 2 mois. Vous comprenez? Donc, le volet fermeture des médias, volet prison, volet disparition de Habib Marouane Kamara, qui n'est toujours pas retrouvé, et on n'a aucune publication de résultats concernant les enquêtes annoncées dans son dossier. Ce manque de communication des résultats de l'enquête démontre, n'approuve pas tellement, ne renforce pas la volonté de l'État à le retrouver. Vous comprenez? Donc ces 3 facteurs ont lourdement pesé dans la balance. Maintenant, vous connaissez tout ce qui s'ensuit, les intimidations, la pression sur les journalistes, vous avez la pression économique, vous avez quoi encore? Des menaces. On ne peut pas tout citer, mais ces 3 facteurs ont lourdement pesé dans la balance. Donc, on n'a pas aimé
que la Guinée recule ainsi, mais c'était prévisible. Avec 25 points perdus en une seule année, c'est un record mondial. Cette année, aucun pays n'a perdu 25 points. Bien. Il y en a qui ont perdu 3 points, d'autres 7, 10, jusqu'à 20 et quelques. Le Burkina qui a perdu 22 ou 23 points. Vous comprenez? Bien. Mais perdre jusqu'à 25, c'est la Guinée qui l'a fait seule. Donc c'est malheureux et nous sommes passés de la zone des pays en situation difficile à la catégorie des pays en situation problématique. Par exemple, on était problématique, on est passé à la zone des pays en situation difficile. Bien. Donc tout ça ne soigne pas l'image du pays à l'international. Ça n'encourage pas certains investisseurs, en tout cas les plus sérieux, à venir investir en Guinée. Parce que quand un investisseur doit venir dans un pays, je demande d'abord, est-ce qu'il y a des médias? Est-ce que les médias sont indépendants? Lorsque je vais faire la promotion de mes produits et services, j'aurai des médias qui vont le faire sans tenir compte de ma proximité avec tel ou tel, parce qu'il y a tous ces aspects. Est-ce que quand j'aurai des problèmes, notamment avec l'État, il y a des médias là où je pourrais venir me plaindre, venir dénoncer la violation des accords signés avec l'État, etc., etc. Si tout ça n'est pas garanti, à cela s'ajoute le volet justice. Si ce n'est pas garanti, ça décourage beaucoup d'investisseurs. Hein. Sekou Zaman Pendessa, secrétaire général du SPPG. Merci pour votre disponibilité, camarade. Merci. Merci. Voilà, nous observons une toute petite courte pause, autant pour nous de recevoir le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Le 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Les fédérations syndicales évoluant dans le secteur se mettent en action pour la signature de la convention collective des mines et carrières. Et parler notamment de ces sinistrés du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Une bonne nouvelle ou une mauvaise, puisqu'on parle notamment de bail partagé et le gouvernement insiste là-dessus. Au-delà de ces crédits qui vont être octroyés, au-delà de la promesse de reconstruire ces bâtiments. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son goût. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Je le disais dans mon intro tout à l'heure que c'est la plus disjonctée. Moi, jolie femme comme ça, j'ai fait quoi avec monsieur qui est pauvre mais qui est fidèle? Mais la fidélité, c'est le nom qu'on approprie à, je sais pas, aux objets qu'on laisse à la maison. Je suis à 100% avec l'homme infidèle mais riche. D'accord. Il faut penser à la maladie. Ton homme riche là, tu dis, moi je veux un homme riche mais... Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement.
Bienvenue de nouveau dans votre émission Le Scanner qui vous parvient tous les jours quand il est 9h en temps universel. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Merci de nous écouter à La Baie, à Kindia, à Cancan. Merci de nous suivre dans la sous-région. Je vous le disais, Journée internationale de liberté de la presse. Les médias guinéens, à l'instar des autres du monde, ont célébré la 32e journée consacrée à la liberté de la presse. Dans un contexte assez particulier, comme vous le savez, cela fait 1 an depuis que certains médias ont été fermés par l'État pour manquement au cahier de charge. Dans une déclaration rendue publique à la Maison de la Presse ce samedi 3 mai, les associations de presse réaffirment leur détermination à défendre une presse indépendante. Elles appellent aussi à un nouveau départ entre l'État et les médias. Et pendant ce temps, l'autorité de régulation des postes et télécommunications invite les promoteurs des services radiodiffusion FM TV à régulariser leur situation administrative, technique et financière. Et pour ce faire, l'ARPT dit avoir accordé un moratoire de 2 mois aux entreprises de presse audiovisuelle. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Aboubakar Kamara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Bonjour Monsieur le Président et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Gallo et bonjour à vos milliers d'auditeurs et téléspectateurs. Bien, alors on a beaucoup de choses à dire, mais on va commencer par ce rapport annuel publié par RSF, dans lequel le rapport RSF note un recul généralisé. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, Monsieur le Président? Oui, bon, écoutez, c'est toujours avec un pincement de cœur quand on voit sur des ONG internationales comme le Reporters sans frontières classer votre pays ainsi. Et donc cela nous amène à une introspection de ce que nous avons posé comme action du 3 mai 2024 au 3 mai 2025, qui est le temps d'évaluation du Reporters sans frontières. Donc les 25 places perdues par la Guinée, on peut dire à l'image de ce qu'on a connu et de ce que nous savons depuis un certain temps, que les responsabilités sont plus ou moins partagées. Voilà. Aujourd'hui, il va être très difficile, puisque pour résoudre un problème, il faut d'abord être honnête avec le problème. Faire le diagnostic dans le vrai sens du terme, parce que le meilleur docteur du monde ne peut guérir une maladie dont le diagnostic a été faussé. Donc, s'il n'y a pas un diagnostic réel du problème, nous ne pouvons pas trouver le remède qu'il faut. C'est pourquoi nous disons que les responsabilités sont partagées, parce que je commencerai par nous, les journalistes, puisque on dit l'adage qui dit qu'il faut souvent balayer devant sa porte avant de venir aux autorités. Donc quand vous prenez aujourd'hui les journalistes, je ne peux pas comprendre que dans un pays, un État, un gouvernement puisse se lever pour poser des actions, si vous voulez, entre guillemets, liberticides, en fermant des médias, si dans le fond, ces médias jouent totalement le rôle qui leur est dévolu. Justement. Parce que je ne pense pas qu'un État, qu'un gouvernement puisse se lever dans ce sens. Et nous avons vu cette fermeture de médias comme en foi de ton, en exposé liminaire du ministre. On a dit que c'est violation des cahiers de charges. Même si on a dit que les cahiers de charges, c'est plusieurs articles, c'est long, c'est beaucoup. C'est vaste. Voilà, c'est vaste. Ouais. Il faut spécifier les articles ou les points qui ont été vraiment violés dans ce sens pour permettre aux autres, comme on le dit, la justice ne sanctionne pas celui qui est condamné, mais elle prévient les autres qui sont là à écouter, qui sont là à observer. C'est les autres là qui sont conscientisés par rapport à la sanction. Donc, donc le gouvernement a donc pris cette décision de retirer des agréments, de retirer des licences à des médias. Et nous étions dans une situation de fait. Donc nous, en tant qu'association, on avait d'abord commencé en amont, avant que cette décision n'intervienne. On avait mené beaucoup de démarches. Les démarches qui nous ont amenés vers les prélats, vers les facilitatrices, parce que les archives sont là, mais aussi vers le CNT, d'autres entités. Parce qu'il y avait à ce moment ce qu'on appelle le brouillage sur certaines zones.
Donc, il était important pour nous d'aller justement à la rencontre de ces personnalités pouvant permettre de rétablir le pont qui commençait à s'effilcher entre les médias et les autorités de la transition. Donc, et nous, en tant qu'association, on s'est dit qu'il fallait se mettre dans une posture de prévention, de négociation, parce qu'on ne peut pas se bomber le torse devant l'État. Il y a plusieurs manières pour faire passer ces messages. Donc, on avait pris cette dernière, qui est celle d'aller vers une approche de participation, une approche de négociation. C'est ce qui nous a amené vers l'ensemble des autorités que je venais de vous citer tantôt. Très malheureusement, cela n'a pas permis de concilier les situations, d'apaiser les tensions. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ce temps? Pourquoi aujourd'hui presque il n'y a pas eu de résultat escompté dans ce sens pour aujourd'hui résoudre quand même cette crise aujourd'hui, soit même disons de confiance entre hommes de médias et autorités de la place? À un moment donné, vous avez même écrit au président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, vous savez, on a écrit, on a fait une demande d'audience au président de la République. On suppose que le président n'a pas encore répondu. Ce n'est pas un refus, on suppose, puisque à tout moment, le président peut quand même nous appeler pour dire, attention, faites-moi venir les associations de presse pour que nous parlons autour des contours et des pourtours de leur métier. Il faut rappeler que, d'ailleurs, il nous a reçus 3 fois, le président, depuis la prise de pouvoir. Et les 3 fois, on doit reconnaître qu'on avait eu gain de cause. Donc, mais depuis que cette situation a commencé, très malheureusement, nous n'avons pas pu rencontrer le président. Et c'est malheureux. Nous avons fait la demande. Même à l'occasion de Nouvel An, on avait voulu aussi le rencontrer, mais je pense que pour une question de calendrier, cela n'a pas pu avoir lieu. Donc, ce qui n'a pas marché, pour revenir à votre question, comme je l'ai dit, nous sommes dans un même espace, c'est-à-dire et les autorités et les hommes de médias que nous sommes, nous travaillons, si vous voulez, pour le même public. Donc, nous avons les mêmes intérêts, c'est-à-dire les intérêts de cohésion sociale, les intérêts de développement, les intérêts de sensibilisation et autres. Donc, à ce titre, nous, si vous voulez, nous sommes sur le même échiquier. Et on s'est dit, il est important de dialoguer. Il est important de dialoguer parce que le public en a besoin. Quand on ferme un média, c'est une partie du public qui est sevrée de l'information que ce média a l'habitude de donner, du travail que ce média a l'habitude de faire. Parce que chaque média a son public. Justement. Quel que soit ce qu'on dit, chaque média a son public. Et lorsque ce média est fermé, ça a une conséquence obligatoire. Donc, aujourd'hui, nous, tout ce qu'on pose comme action, nous ne venons pas dans les médias pour dire. Mais je sais que les associations, l'ensemble des associations, pas que l'URTELGUI, réunies au niveau de la maison de la presse, cet ensemble s'est toujours engagé dans le sens d'aller vers les autorités pour négocier. Nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour amorcer un nouvel élan de négociation pour que justement, parce qu'en face, nous avons des autorités qui ont ce qu'on appelle la force publique et nous, des journalistes, nous jouissons de la L002, la loi sur la liberté de la presse, qui est une loi organique, elle-même garantie par une constitution. Et aujourd'hui, la géopolitique mondiale, la situation du monde entier, parce que le monde est un monde en mutation. Un monde en pleine mutation, un monde qui est en train de changer. Il faudrait qu'on accepte de changer avec le monde. Aujourd'hui, il est clair que ce n'est pas la France qui viendra pour résoudre les problèmes entre la presse guinéenne et l'État guinéen. Ce n'est pas les États-Unis qui viendront, même s'il faut rappeler aux États-Unis, il est rappelé un passage dans la Constitution américaine où on dit que
le gouvernement fédéral ne prendrait aucune disposition allant dans le sens de contraindre ou de restreindre la liberté de la presse. Mais aujourd'hui, on connaît le bouleversement qu'il y a eu. Voilà, avec ce classement, on connaît ce qu'il y a aujourd'hui comme changement dans le monde. Donc c'est un changement qui est en train de s'opérer dans le monde. Il faut qu'on accepte de changer ainsi, nous aussi. Aujourd'hui, la presse doit comprendre que son travail doit être au prime abord garanti par des autorités qui ont la force de faire garantir ce travail. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des frictions, des médias sont fermés. On est là, ça évolue. On essaie de changer la donne. Jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause, mais pour autant, l'État est en train de continuer à fonctionner. Absolument. Donc, cela veut dire quoi? Qu'il faut aujourd'hui accepter de faire deux choses. La première chose, il faut qu'on fasse notre propre mue, la presse. Et pour cela, nous avons même demandé à ce qu'on fasse ce qu'on appelle les états généraux de la presse. Pourquoi les états généraux? Il faut faire les états généraux parce que, tout simplement, le monde est en train de connaître des évolutions. La Guinée connaît aussi des évolutions. Il appartient aujourd'hui à chaque nation de donner la directive qu'elle veut à sa presse. Vous comprenez? Bien. Si, à l'issue de ces états généraux, parce que les états généraux, ce n'est pas que les professionnels qui se rencontrent pour parler du métier, pour penser et repenser les plaies au niveau de la pratique, mais il y a la société civile qui va être invitée. Et cette société civile permet de jauger un peu, si vous voulez, et de vous donner les attentes des citoyens en termes de la pratique du métier de journaliste dans votre pays. Donc, ce document qui va sortir justement de ces états généraux va permettre aux gouvernants, c'est-à-dire à l'État, pas au gouvernement simplement, mais à l'État guinéen de réajuster ses politiques autour justement de la presse, autour de la liberté de la presse. De savoir quelles doivent être aujourd'hui les priorités dans cette nouvelle presse qui est née à l'issue donc de ces états généraux. On connaîtra en ce moment les tares dans l'exercice du métier que tous les journalistes devront désormais corriger dans leur façon de faire, puisque comme la constitution guinéenne ou la loi fondamentale, en ce moment, on a ce qu'on appelle aussi une espèce de constitution pour nous, qui dit, voici aujourd'hui ce que le peuple de Guinée entend par médias, entend par journalisme, entend par l'exercice de cette profession. Donc, c'est pourquoi il faut aller vers ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas pour vocation de venir dans les antennes, sous les antennes pour parler et écorcher les gens. Parce que vous savez, comme le disait le cardinal Robert Sarah, en Guinée, la situation est que nous avons tout, comme on le dit, un scandale géologique et autres. Mais lorsqu'il est question de prendre les mesures pour nous redresser, nous nous cabrons et nous évitons à prendre la route de l'avenir. Chaque fois la Guinée échappe à cette réalité, prendre la route de l'avenir. Donc aujourd'hui, au-delà de notre profession, et je pense aussi, les gouvernants doivent comprendre, au-delà de leur fonction, ce qui est là, c'est la Guinée, c'est l'avenir de la Guinée qui doit être là. Bien. Il est important aujourd'hui que nous partions vers cette table ronde. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs placé notre déclaration dans cette JBCR-là, c'est-à-dire notre main tendue en tant qu'association de médias, c'est-à-dire l'ensemble des médias, radio et télé, sites internet et presse écrite sur le territoire guinéen. C'est l'ensemble de ces médias qui vraiment a fait cette déclaration, a fait cette main tendue vers les autorités. Au-delà de ce qu'on a connu en 2024, il y a eu des actions qui sont posées et je pense que résultat final, à l'international, ça nous a fait perdre, ça a fait donner une autre image à la Guinée, on a perdu 25 points. Ça, c'est pas que le gouvernement qui va porter ce fardeau de ces 25 points, c'est ce que je disais. Les responsabilités sont bien partagées. Nous avons les nôtres en tant que pratiquants de ce métier, en tant que journalistes, et les autorités, bien évidemment, ont aussi leurs responsabilités, et aussi, vous voulez, même les citoyens. Aujourd'hui, nous voulons aller vers le journalisme de développement, axé sur le développement, parce que
quand vous regardez notre pays, je parle la plupart des pays au sud du Sahara, et vous nous comparez aux autres pays du Maghreb ou les pays européens, il va sans dire, vous regardez la pratique du métier dans les deux pays, dans les deux situations, dans les deux catégories, vous verrez qu'il y a beaucoup à faire. Les journalistes que nous sommes, nous avons un pouvoir incommensurable parce que nous avons tous les jours que Dieu fait la possibilité, la chance de formater les esprits. Sauf que nous devons comprendre que ce formatage des esprits des citoyens, ça doit se faire dans le sens de les rediriger vers le développement intrinsèque du pays. En cela, si les citoyens sont bien formatés et connaissent réellement l'importance des médias que nous sommes, quittant totalement le côté de critique acerbe et ne pas aller vers la recherche de l'information, étayer cette information, la recouper et, si vous voulez, avant de la diffuser, si nous n'allons pas vers ce cheminement, ce qui va se passer, c'est que nous n'aurons pas des citoyens qui vont adopter ce que nous faisons comme travail. Ce que je dis là, ça a tout son sens parce que lors de notre périple, en allant voir les prélats, les facilitatrices et les autres entités de la République, on a eu des retours. On a eu leur ressenti. Quand on est venu poser le problème, aidez-nous à régler ce problème avec les autorités de la place. Ces autorités religieuses d'un côté, mais aussi les facilitatrices, les dames Makalé, nous ont bien reçus, nous ont même prodigué assez de conseils, mais le même son de cloche revenait. Il y a un sentiment qui est là, qui dit que les journalistes, pas dans leur ensemble, mais une partie, justement, n'est pas en train de faire son travail, de faire le travail qui lui est dévolu en tant que journaliste. Donc, dans ce sens, on s'est dit, si du côté des prélats, on a le même son de cloche, ça c'est les prélats, on a le même son de cloche. Les facilitatrices, on est allé au CNT, d'autres entités ont été rencontrées, si on a le même son de cloche, il est important pour nous aujourd'hui de mettre en place ce qu'on appelle le tribunal des pairs. C'est pourquoi d'ailleurs, l'idée de la mise en place de l'OGAP est née. Parce qu'on a eu par le passé l'OGUDEM et l'OGAM qui sont nés mais qui sont aussi morts en tant que comment dirais-je, des idées que les gens ont voulu mettre en place pour essayer de structurer le fonctionnement et le travail des journalistes. Mais quand on a eu ces retours dans notre périple vers les prélats et les facilitatrices et autres entités, on s'est dit qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle l'OGAP pour essayer cet organe d'autorégulation de la presse. Parce qu'il n'y a pas, voilà, il y a le tribunal des pairs, on s'est dit qu'il n'y a pas pire, il ne saurait avoir pire infliction, pire, c'est-à-dire revers de la situation, ou revers de la médaille vis-à-vis d'un journaliste que la sanction de ses pairs. Bien. Alors, vous que vous en parlez, vous en parlez, qu'en est-il aujourd'hui quand même du cas de cet organe? Bon, évidemment. Cet organe est créé. Et pour répondre à cette question, Monsieur le Président, nous allons partir à la pause pour s'acquitter de nos devoirs, de nos obligations commerciales. Autant pour nous de revenir et de continuer cette émission avec le président de l'Union Radio et Télévision Libre de Guinée. Cavi TV, la télé du développement.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne. Dernière ligne droite de cette émission, mesdames et messieurs. Bienvenue de nouveau dans cette émission. Comme vous le savez, avec notre invité, Aboubacar Kamara. Il est le président de l'Union Radio et Télévision Libre de Guinée. Monsieur le Président, Mohamed vous posait la question sur cet organe-là. Revenons un peu là-dessus. Oui, je disais que l'OGAP est déjà créé. Et comme vous devez le savoir, il est même quasiment meublé. Mais la dernière partie qu'on appelle le tribunal des pairs est un peu spécifique. Parce que sa mise en place demande une réflexion profonde et on était sur ces réflexions. Justement, un certain nombre de points ont été retenus, notamment le fait que dans ce tribunal des pairs, on n'a pas envie de dépasser 7 personnes, mais aussi les 7 personnes doivent être des personnes vraiment de bonne moralité et qui ont marqué justement leur passage en tant que journaliste actif, parce que journaliste un jour, journaliste toujours, mais on s'est dit qu'il était important de prendre des personnes qui n'étaient plus actives en termes de travail journalistique et de travail journalier. Donc, pour ce faire, vous savez, donc seulement il faut prendre des gens qui sont compétents, qui ont une probité morale irréprochable, parce que ce tribunal aura quand même une force. C'est ce qu'il faut reconnaître. Parce qu'avant de mettre en place l'OGAP, on a eu à prendre langue et à adresser même des courriers à la HAC, la Haute Autorité de la Communication, qui a trouvé que l'idée, elle est salvatrice. Parce que ça va permettre justement de mettre, si vous voulez, un autre pont entre les usagers de la presse et nous, les professionnels de l'information et la HAC. Parce que justement, j'allais poser cette question. Comment comptez-vous avec ce cohabiter avec la HAC qui quand même a ce pouvoir aujourd'hui par rapport à la régulation? Si vous voulez, le GAP va être le tribunal des pairs notamment, qui est un organe, un mini-organe de l'OGAP dans son ensemble, va être une espèce de tribunal de premier ressort. Vous comprenez? Okay. C'est un tribunal de premier ressort et qui a des moyens de coercition. Des moyens de coercition, c'est-à-dire quand un journaliste est inculpé dans ce tribunal et qu'il est avéré, parce que tu viendras, tu es devant tes pairs, des professionnels qui ont certes appliqué et qui ont fait ce métier comme toi ou sinon plus que toi. Donc, obligatoirement, les décisions qui vont en découler de votre entretien, vous êtes dans l'obligation et stricto sensu de respecter, de faire respecter, ces décisions. Non seulement le journaliste... Notamment des sanctions. Oui, des sanctions. Non seulement le journaliste en question va être obligé de respecter les sanctions, mais le média auquel il appartient, c'est deuxièmement. Et troisièmement, l'ensemble des autres médias. Si on dit par exemple un journaliste est interdit de micro ou bien d'écrire ou quoi que ce soit, en tant que journaliste, il peut se dire, ok, peut-être c'est pour mon média, mais non. Sur l'ensemble du territoire, aucun média n'aura, le droit de recevoir ce journaliste jusqu'à l'expiration, justement, de la sanction imposée. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des erratums aussi à faire, c'est une obligation. Parce qu'on s'est dit, ce tribunal des pairs ne va pas tomber sur un journaliste à bras raccourcis, comme un cheveu tombe dans la soupe.
Non, c'est sur des éléments de l'éthique et de la déontologie que le journaliste va être évalué à travers le travail qu'il aura posé sur le terrain. Vous comprenez? Maintenant, si à ce niveau, justement, le citoyen qui est venu, par exemple, parce que les citoyens peuvent saisir directement l'OGAP. La RAC est plus ou moins cette institution républicaine qui va en ce moment être, si vous voulez, face à d'autres défis, parce que Dieu sait qu'elle en a beaucoup, en termes de protection, mais aussi d'encadrement de notre milieu, parce que c'est quand même la croix de transmission entre nous et les usagers de la presse. Donc en ce moment, l'OGAP se chargera de faire ce travail en amont. Maintenant, si toutefois, ce journaliste, au-delà du fait que l'OGAP a des moyens de coercition, décide quand même, ou son média décide quand même de se dérober. Parce que, par exemple, moyen de coercition, c'est qu'on dira aux autres médias, vous ne devez pas prendre ce journaliste pendant ce temps, pendant 1 mois, pendant 2 mois. Mais son média peut dire, par exemple, non, moi, je pense que non, je vais prendre mon journaliste, il va faire son travail. En ce moment, est-ce que l'OGAP a un moyen de coercition? En ce moment, si le média refuse, c'est en ce moment la RAC entre en danse. Très bien. Vous comprenez? Bien. En ce moment, la RAC, qui est l'institution constitutionnelle qui est en charge justement de la régulation des médias et qui va recevoir un rapport sous scellé du l'OGAP à travers justement son tribunal des pairs signé par son président. Quand la RAC reçoit ce document, la RAC entre en mouvement. Parce qu'il y a déjà une relation de collaboration qui existe entre la RAC et l'OGAP et une relation de continuité qui est un travail fait en amont et l'autre qui finit ce travail en aval. Bien. Donc, ça veut dire, si le journaliste se dérobe ou son média se dérobe de la sanction, en ce moment, c'est la RAC qui va rentrer en danse. Et à ce niveau, vous savez, la RAC aussi, quand elle sanctionne, elle a des moyens de coercition. Voilà. Maintenant, si le journaliste continue ou que le média continue à persister dans son élan de refus d'obtempérer, et vous savez, la RAC aussi, sa mission s'arrête une fois que le dossier se trouve au niveau de la DPJ ou au niveau d'un procureur, la RAC se dessaisit. Donc, il est tout dans l'intérêt du journaliste que son problème soit résolu au niveau de l'OGAP, qui est le tribunal des pairs, ou que le problème soit au niveau de la première instance. Au niveau de la première instance, ou la RAC, qui est le tribunal de dernier ressort. Parce qu'une fois que ça quitte là-bas, ça va au niveau de la DPJ ou au niveau d'un procureur, et que le dossier est sur le point d'être judiciarisé, la RAC se désengage de la situation. Très bien. Au même moment, cette question, beaucoup d'observateurs aujourd'hui pensent que en Guinée, les journalistes sont réduits au silence, donc un fait du pouvoir public. Alors, on s'est dit aujourd'hui, la peur, elle est démise, ce qui fait que on n'entend plus cette presse critique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Bon, écoutez, je veux juste dire, à ce que je sache, je n'ai pas encore entendu un communiqué. Vous savez, j'ai dit à l'entame de mon propos que pour résoudre un problème, il faut bien le diagnostiquer. Vous voyez, non? Donc, la question, ce que je vais dire, je n'ai pas encore entendu un communiqué du gouvernement, du ministre ou de la RAC disant interdisant les journalistes, interdisant les journalistes de faire leur travail. Vous comprenez? Voilà. Et on parle d'une peur que là. Oui, la peur, peut-être que c'est ce que je dis. La peur peut naître d'un certain nombre de choses. Le travail que nous faisons est un travail balisé. C'est un travail qui a des contours et les pourtours. C'est un travail qui répond à un certain nombre d'exigences. Lorsque toi, journaliste, tu essaies de respecter stricto sensu ces règles et ces règlements et que tu fais un travail dans le vrai sens du terme pour être diffusé, une information pour être diffusée, en ce moment, je ne pense pas que ce journaliste doit avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Mais toujours est-il qu'il est aussi vrai qu'il peut avoir quelques velléités, mais on ne peut pas accoler ces velléités à une intention généralisée d'un gouvernement ou d'une institution à vouloir bâillonner la presse. Quand on prend ce chemin, on aura raté notre mission. Vous comprenez? Un directeur, ou si vous voulez même un ministre, en tant que citoyen, peut-être peut vouloir passer par certaines péripéties pour appeler un journaliste ou un média pour dire un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Cela ne peut pas
nous permettre, nous, d'extrapoler l'information sur tout un ensemble de gouvernements et pour dire que c'est l'intention de l'État de faire ci ou de faire ça. Quand on pose cette action, on aura raté notre mission. Et le journaliste, le travail que nous faisons, comme on le dit, n'a pas pour mission, on n'a pas pour mission de créer la pédamine. C'est-à-dire que mon information n'a pas pour vocation de créer une situation de trouble. Ma mission, qui est celle d'informer, et une fois qu'on dit informer, parce que la définition de l'information, on dit l'information, c'est lorsque les éléments glanés sur le terrain sont passés par un ensemble de filtres que vous connaissez, que vous vous êtes même posé les 5 questions, les 5 Q sur le terrain avant de faire votre traitement, avant de commencer même à recueillir vos informations, vous vous êtes mis dans ça et que vous êtes venu, vous avez recoupé l'information, comme ces éléments, pardon. Quand vous finissez de tamiser tout, ça devient l'information. L'information parce qu'elle est dénudée de tout ce qui est impurité. Traité. Yeah. À ce moment, ça devient l'information. Sinon, quand c'est sur le terrain, c'est des éléments que vous avez. C'est pourquoi on ne peut pas dire les gens qui se permettent de donner des éléments pris ça et là sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire que c'est une information. C'est l'information lorsqu'un professionnel a traité. Parce que le professionnel, en traitant l'information, tient compte de beaucoup de choses. Tient compte de beaucoup d'éléments. Il sait sa mission, c'est quoi. Sa mission, comme je le disais, c'est pas de créer la pyramide. Il ne le fait pas dans un sens unique. Il ne fait pas dans un sens unique et il le fait dans un sens désintéressé. Il n'a pas son moi dedans. Il prend des éléments, il essaie de les recouper, il en fait une information et il met à la place publique. Il sert de pont, comme vous disiez. Il sert de pont. Tout en restant impartial. Tout en restant impartial et transparent. C'est-à-dire d'ici, quand je regarde, je dois voir de l'autre côté. Vous avez profité quand même de cette journée de la liberté de la presse pour quand même appeler à un nouveau départ. Qu'est-ce que vous appelez nouveau départ? Bon, le nouveau départ, c'est ce que je disais à l'entame dans mon exposé liminaire. Nous voulons que l'État, si vous avez remarqué, je ne cite pas directement le gouvernement. Justement. Je parle de l'État guinéen. Dans son ensemble. Qui est plus grand que le gouvernement guinéen. Oui. Parce que l'État guinéen, même les citoyens font partie de l'État guinéen. Oui. Évidemment. Donc, et l'État guinéen, et nous, une profession, c'est-à-dire les journalistes, le journalisme en tant que profession, que nous puissions aller sur une nouvelle façon de faire. Parce qu'on s'est compris qu'un des éléments de l'État, qui est le gouvernement, a eu des problèmes avec un autre élément de l'État que nous sommes en tant que profession. Ouais. Donc il y a un problème. Donc il faut que cet État aujourd'hui se mette au-dessus de la mêlée et qu'on se dise les vérités, qu'il faut impérativement une table ronde, il faut que les gens viennent et que de l'autre côté qu'on nous dise ce qui n'a pas marché, ce qui a fâché, ce qui n'a pas été bien fait, et que de notre côté aussi, parce que nous avons des griefs, nous avons aussi des écueils vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de certaines pratiques, qu'on puisse aussi autour de cette table parler de ces pratiques. Et que là-bas, une information bien partagée peut avoir plusieurs solutions. Une seule information. Donc autour de cette table, lorsque c'est posé, ces problématiques sont posées, sont résolues autour de la table, je pense qu'au sortir de cette réunion, tout le monde va aller avec son compte bien garni. Bien garni dans le sens que on est orienté, on sait ce qui s'est fait. Peut-être qu'on est dans une situation où l'information n'a pas été bien remontée. On est dans une situation où certaines personnes n'ont pas bien compris ce qui devait être fait de telle ou telle information. Donc cela nous a amené à cette situation qui est là. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer dans le même sens, à crier haut et fort, à aller dans des invectives? On dit non, parce que cela ne peut pas nous arranger. Très bien. En tant qu'association. Yeah. Vous avez cité ce communiqué de l'ARPT. Justement, sur la question, est-ce que l'Union des radios et télévisions libres de Guinée passait par là? Oui. Vous savez, une coïncidence heureuse, tout simplement. Non. Vous savez, comme je l'ai dit, il faut bien poser le diagnostic pour trouver la solution. Et la gestion aussi amène la transparence, si vous voulez une bonne gestion. On sait la situation. On sait que nous avons nos médias qui ne sont pas totalement à jour par rapport à un certain nombre de choses.
Est-ce que vous comprenez? Bien. Vis-à-vis, par exemple, de l'ARPT, qui est cette partie de l'État qui a en charge justement de louer des fréquences aux médias télé et radio, qui sont, ces fréquences sont des ressources naturelles, mais des ressources épuisables. Donc, ces ressources, lorsque vous les utilisez, vous devez payer quelque chose à l'État. À l'État. Ce qu'on appelle les redevances. Les redevances. Vous comprenez? Donc, et effectivement, il y a quelques manquements à ce niveau. Mais nous avons tenu à faire comprendre aux autorités de l'ARPT que ce n'est pas une volonté manifeste de ces médias que de rester sans pouvoir être à jour par rapport à leurs obligations contractuelles. C'est une situation de fait qui est là. C'est les réalités économiques du pays s'imposant à ces médias parce que plusieurs personnes ne comprennent pas que les médias ont l'unique porte d'entrée d'argent des médias, c'est les spots. Est-ce que vous comprenez? Donc la situation qui est aujourd'hui, c'est une situation d'argent. On n'a pas pu nous acquitter de certaines obligations, comme je le disais, notamment le paiement des redevances annuelles, mais aussi, si vous voulez, il y a certaines licences qui sont arrivées à échéance qui doivent être renouvelées normalement. Donc, d'un côté, c'est le ministère de l'Information et de la Communication. De l'autre côté, vous avez l'ARPT qui vient de réclamer justement son dû par rapport à l'allocation de la fréquence. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'il faut, l'État doit dire, OK, tous les médias, les 80% qui ne sont pas à jour, il faut les fermer? Non. Je pense que le travail que nous faisons au quotidien dépasse largement justement ce que nous devons payer à ce même État, là, qui est l'État guinéen, par rapport à nos différentes prestations journalières. Donc, aujourd'hui, ce qui doit être fait, c'est qu'il doit avoir, à la faveur donc de ces États généraux, il doit avoir la réflexion. Vous savez, pour le petit rappel, le 9e FED qui a libéralisé les ondes sous Conté, les ondes audiovisuelles privées en Guinée, c'est-à-dire, c'est une libéralisation qui était venue au forceps d'une situation. Vous comprenez? Donc, les uns et les autres n'ont pas eu le temps de travailler sur ce qu'on appelle le modèle économique. Donc, la presse audiovisuelle n'a pas eu le temps de travailler sur le modèle économique. Donc, l'exercice aujourd'hui sur le terrain cause assez de problèmes. Et le public n'a pas été préparé, les sociétés et autres, nous l'avons rappelé dans la déclaration d'ailleurs, aider à ce qu'il y ait l'assiette publicitaire soit beaucoup plus élargie. Justement. Donc, ce public et ces entreprises n'ont pas été préparées, n'ont pas été formées à la culture de la publicité. Aujourd'hui, il y a un manque criard de culture de la publicité en Guinée, contrairement au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ou qui ont plus de médias. Le Mali a 3 fois plus de médias que la Guinée, le Sénégal, on n'en parle pas, vous comprenez? Nous, on est encore à une centaine de radios. Justement. Vous comprenez? Donc, il faut que cette culture de la publicité soit instaurée. Mais pour instaurer cette culture de la publicité, comme me disait un responsable d'une société de la place, il dit, le fait que vous n'avez pas pu travailler sur le modèle économique, ça fait que vous n'avez pas pu travailler sur des programmes allant dans le sens de nous intéresser, nous. Bien. Les programmes ne nous intéressent pas parce que tout est basé sur la politique et nous, le plus souvent, on n'a pas envie d'associer notre image à la politique. Bien. Les émissions culturelles et autres doivent être beaucoup plus présentes sur les antennes, pouvant nous permettre, nous, de venir, parce que le public qu'on vise là, le public là court derrière ces émissions. Bien. Mais si vous ne donnez pas plus de force à ces émissions sur vos antennes, nous, on ne peut pas venir. Donc, c'est un problème entier. Donc, pour la survie même de la presse guinéenne, il faut qu'il y ait ces états généraux. Pour que l'État s'implique, le gouvernement s'implique, la presse aussi. Mamed, nous sommes pris vraiment par le temps. Votre dernier mot, monsieur le directeur, nous avons un autre invité qui s'impatiente depuis du GR au Togo. Donc il faut qu'on l'ait, ne serait-ce que les 10 dernières minutes. Votre dernier mot par rapport à cette situation, monsieur le président? Par rapport à cette situation, je le dis que nous voulons vraiment que la déclaration conjointe des associations de presse lue à la Maison de la Presse le 3 mai dernier puisse arriver à bon port, c'est-à-dire et le Premier ministre du gouvernement à travers le ministre de l'Information et de la Communication et le président de la Haute Autorité de la Communication, mais aussi et monsieur le président de la République puissent avoir cette déclaration, parce que c'est une déclaration qui regroupe en son sein l'ensemble des préoccupations de la presse nationale, pas que privée, de la presse nationale guinéenne. Donc elle a été lue, elle a été rendue publique au niveau de la Maison de la Presse aujourd'hui. Et ce que je demande à mes confrères journalistes, c'est on doit aller justement vers cette main tendue.
Et si on a dit main tendue, ça veut dire, jusqu'à preuve du contraire, il ne doit y avoir des situations allant dans le sens de troubler cet élan que nous voulons justement mettre en place. Donc, si nous voulons maintenir cet élan et que le ministère, la haute autorité de la communication, la primature, mais aussi la présidence, qu'on puisse se retrouver pour parler d'une même voix autour de la pratique du métier, mais aussi le regard que les gouvernants doivent avoir aujourd'hui de la presse, ce que nous attendons de ce qu'ils attendent de nous, c'est ce qu'on appelle notre contrat social. Justement. Donc ce contrat social doit se faire à travers cette table ronde. Et ce que je demande donc aux journalistes, c'est de faire leur travail dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie du métier, mais qu'au-delà, parce qu'il y a un aspect qui est plus grand même que l'éthique et la déontologie, c'est le fait que permanemment je dois avoir dans ma tête que la cohésion sociale, elle est plus grande que toutes les lois réunies dans notre pays. La responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale. Donc, ma responsabilité en tant que journaliste, celle de permettre à ce que, justement, mon information puisse favoriser une émergence du pays, un développement harmonieux du pays, et que cela ne doit en aucun cas écorcher si vous voulez, des personnes ou les blesser dans leur amour propre. C'est en cela que nous appelons les journalistes. Avec ce bouleversement que le monde est en train de connaître, il nous faut nous retrouver en Guinéen et essayer de résoudre nos problèmes parce que ce n'est pas l'extérieur qui viendra le faire à notre place. Aboubacar Camara, président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Merci, monsieur le président, pour cet éclairage. Le plaisir était pour moi. Alors, on passe sur le continent. Le Togo entre définitivement dans la 5e République ce samedi 3 mai avec la prestation des serments de Faure Gnassingbé pour le poste de président du Conseil des ministres, une fonction créée suite au changement de constitution intervenu en 2024. L'ancien président conservera toujours l'essentiel du pouvoir exécutif. Une forfaiture réagit l'opposition togolaise qui crie déjà à une confiscation du pouvoir au mépris de la souveraineté du peuple. Au même moment, députés et sénateurs se sont également réunis en congrès pour élire le nouveau président de la République pour un mandat de 4 ans, une fonction désormais honorifique qui revient à l'ancien ministre du Commerce Lucien Kouassi, 86 ans. Le Togo termine ainsi sa transition vers un régime parlementaire qui supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Carlos Ketou, journaliste togolais, analyste géopolitique. En attendant que nous ayons notre invité, Mohamed, on a suivi cette actuelle. Bien, on nous apprend que notre invité est déjà là. Carlos, bonjour. Bonjour, Kavi, bonjour à tous les téléspectateurs et les internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait des soucis, des liaisons, des raisons de plus, on n'a pas pu vous avoir en temps. Mais on va aller avec le peu de temps qui nous reste là. On le disait dans l'entame de cette émission. Il y a une situation qui se passe au Togo, notamment ce changement de régime, il faut le dire, le passage des régimes présidentiels à régime parlementaire, mais avec une même réalité, c'est-à-dire la concentration du pouvoir entre les mains de l'ancien président devenu le président du Conseil des ministres, en l'occurrence Faure Gnassingbé. Oui, exactement. Hier, c'était la journée où il y a eu cette investiture, comme on peut l'appeler. Monsieur Faure Gnassingbé, qui est président de la République du Togo depuis 20 ans, et est devenu le président du Conseil des ministres. Et au même moment, on a élu un président de la République qui est dépouillé de tous les pouvoirs. Mais pour comprendre cette situation, j'aimerais un peu remonter à l'historique, en français facile, pour que on puisse véritablement comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, Faure Gnassingbé, il est le fils du général Gnassingbé Eyadema, le premier président, du moins, qui a régné sur le Togo depuis 38 ans et qui est décédé en 2005. À sa mort, l'armée, qui était la garde prétorienne du régime togolais, a décidé de faire allégeance à Faure Gnassingbé en lui remettant la parole dans un
micmac qui a été dénoncé par la communauté internationale. Il y a eu un bain de sang. Les Nations Unies ont fait une enquête et ont déploré 500 morts au cours de cette succession. Entre-temps, Fornia Simbe a reculé pour s'imposer des élections présidentielles où il a gagné sur fond de fraude dénoncée par l'Union européenne, la communauté internationale et les partis politiques. Et depuis lors, la constitution togolaise de base qui a été votée en 92 à la majorité des Togolais, à 98%, a été de plus en plus toilettée pour être vidée de sa substance, surtout en ce qui concerne la limitation de mandat. Ce qui a amené Fornia Simbe à totaliser 4 mandats de 5 ans, donc à 20 ans. Donc, après 20 ans de pouvoir de Fornia Simbe, il se voit toujours contesté par les élections, le développement est au ralenti, la répression est active, les partis politiques sont actifs et dénoncent les fraudes électorales. Il se dit, pourquoi ne pas créer des conditions pour totalement... Carlos Keteo, journaliste, analyste géopolitique togolais. Carlos, vous êtes là? Vous êtes là? Alors, Carlos Keteo, journaliste, analyste géopolitique depuis Luxembourg, Mohamed Loba, on l'a suivi en quelques mots. Il rappelait l'historique quand même. Oui, il faut quand même dire que l'essentiel aujourd'hui, l'information concernant le Togo, c'est cette nomination, en fait, si on peut le dire comme ça, et cette, disons, élection à 150 voix du président du Togo à titre honorifique, il faut le préciser. Alors, dépourvu de tout pouvoir, il a rappelé. Évidemment, nommé par le Parlement pour prendre alors, la tête. Alors, on nous apprend que Carlos est déjà là. Carlos, vous êtes déjà là? Oui, vous le disiez tantôt. Alors, puisque nous sommes pris vraiment par le temps, on aura le temps de revenir largement là-dessus. Puisqu'on nous sommes pris le temps, je le rappelais tantôt, est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui un précipice au niveau du Togo, d'autant plus que l'opposition crie déjà à une confiscation du pouvoir et qui promet de se faire entendre dans les mois à venir? Les conséquences sont énormes pour le Togo aujourd'hui. Il y a d'abord les conséquences sur la population. Et il y a une frustration démocratique qui se développe dans le pays, surtout que les partis politiques ou les populations ne se retrouvent pas dans ce contexte de 5e République qui est une république où il y a un président de conseil des ministres qui n'est pas élu et qui a tous les pouvoirs, et le président de la République. Ça crée une certaine confusion, une ambiguïté dans le système politique togolais. Il y a la perte de confiance au niveau de la population vis-à-vis des institutions, puisque les institutions ne représentent pas les populations. Il y a les inégalités sociales qui vont être accrues et la répression des libertés, parce que les manifestations sont de plus en plus réprimées par le système en place. Pour le pays, aujourd'hui, il y a un blocage du processus démocratique, ça c'est sûr, parce que la communauté internationale et tous ceux qui suivent le Togo n'ont pas confiance en ce qui vient de se passer, ce qui va entraîner automatiquement un isolement politique et diplomatique du Togo. Quand vous allez voir les sorties du ministre togolais des Affaires étrangères, il s'est mué en activiste du panafricanisme sans aller au fond dans la dimension de coopération et diplomatique du Togo. Et ensuite, ça aura une conséquence directe sur le développement, étant donné que les actions et les énergies seront polarisées sur les réformes politiques, sur les contestations politiques, plutôt que le développement. Et ça va retarder le pays et également ça va renforcer le clientélisme. Le clientélisme, je veux dire par là, que de plus en plus, il y aura, le pouvoir va chercher à consolider, à protéger son image qui est déjà égragnée, donc va s'engager dans une logique de corruption, d'achat, de conscience, de manipulation tant à l'international qu'à l'interne, et cela va entraîner automatiquement un certain blocage du système socio-politique, économique, diplomatique et international du Togo. Et les conséquences sont graves. Et on craint pire, on craint le prix dans ce pays de la sous-région, où les autres pays qui sont alentours, à savoir le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, sont plus ou moins admirés par l'évolution qui se passe dans ce pays en matière de développement, mais aussi, entre guillemets, en matière de réforme démocratique. Bien, Carlos Keteo, on aimerait bien aller avec vous beaucoup plus loin, mais nous sommes taxés par le temps. Carlos, merci encore une fois pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, Mohamed, des mots?
Je crois que nous sommes pris par le temps. Et ce qu'il faut, sûrement, nous allons ouvrir l'antenne par, disons, toutes ces informations concernant, disons, Faure Gnassingbé et, disons, le nouveau président, le désormais nouveau président du Togo, demain, si le temps le veut bien. Très bien, si le temps le veut bien. Merci, Mohamed. Merci Yaya, merci à tous. À la technique, Mamadou Diallo, côté radio. À la télé, nous avons Salimatou Sissé, Fatmata Kaba, la réalisation, Michel Ouamonou et Silla Duplex. Merci de votre fidélité encore une fois, mesdames et messieurs. Ça en est terminé pour ce numéro de ce lundi. Restez en compagnie de nos programmes.